Alors, François Noudelman, vous avez sorti un livre qu'on a adoré, pudique, digne, Les enfants de Cadillac, une enquête assez personnelle mais qui va parler aussi à tout le monde. Hein. Oui, effectivement, c'est l'histoire en fait de 3 générations qui va d'un juif russe, mon grand-père, et qui émigre en France au début du XXe siècle. Il fuit les pogroms et il part avec sa carriole parce qu'il est brocanteur. Il est analphabète, mais il a entendu dire qu'en France, on avait défendu, quelques intellectuels avaient défendu un juif, Dreyfus. Et donc il part comme ça à l'aventure et il arrive en France donc pour s'intégrer, et le seul moyen de s'intégrer, c'est de s'engager dans l'armée. Malheureusement pour lui, il subit la guerre de 14-18, il reçoit une bombe au gaz moutarde et il va passer 20 ans en asile. Donc moi j'ai fait une enquête à partir de lui, et puis j'ai démêlé le fil jusqu'à... Alors attendez, vous allez beaucoup trop vite, vous avez démêlé le fil. J'ai démêlé le fil pour aller jusqu'à son fils, donc mon père et moi, et donc c'est en quelque sorte l'histoire d'une relation à la France sur 3 générations, du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, je voudrais d'abord qu'on revienne à la blessure, si vous voulez bien. Donc, votre grand-père, émigré juif en 14-18, il est blessé, il est envoyé à Cadillac. C'est quoi, Cadillac? C'est un asile de fous? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'abord, quand il revient à Paris, il est déclaré mutilé du cerveau et incurable. Il est envoyé à Sainte-Anne. Il va passer une dizaine d'années à l'hôpital Sainte-Anne. Et ensuite, en 1929, il est transféré à Cadillac. C'est une petite ville absolument charmante de Gironde, mais dans laquelle il se passe encore aujourd'hui des choses assez graves, parce que c'est toujours un lieu de psychiatrique. Et donc moi j'ai fait l'enquête sur ces années de silence, parce que c'est très difficile d'avoir des documentations sur les fous, et des dossiers médicaux qui sont secrets. Et donc voilà, toute la première partie est une enquête sur la vie de cet homme que je n'ai pas connu, mais à qui je dois mon nom et ma nationalité. Et elle est terrible, votre enquête, elle est même horrible, parce que ces conditions de vie terribles qu'il a endurées, c'est évidemment pas les camps, mais c'est épouvantable, et on le sent à travers votre livre. Oui, parce qu'effectivement, c'est une période d'expérimentation pendant l'entre-deux-guerres sur les fous. On a beaucoup innové. Et puis, malheureusement pour lui, effectivement, il subit ce qu'ont subi 40 000 fous pendant la guerre, c'est-à-dire l'abandon, et il est mort de faim en 41. Donc moi, j'essaie de documenter tout cela, le fait que, effectivement, il est complètement abandonné de tous, parce qu'aussi c'est la guerre, et j'essaye d'étudier effectivement les conditions de vie de ces fous et le fait qu'ils sont malgré tout traqués, parce que même en 41 on traque aussi les fous juifs dans les asiles. Donc il termine sa vie de manière absolument atroce. J'ai retrouvé les documents, cachexie on dit, mais ça veut dire tout simplement famine. C'est absolument horrible, et on sent d'ailleurs votre souffrance dans l'écriture, votre souffrance pour lui, pour votre grand-père. Oui, parce que je le retrouve en fait à travers des témoignages indirects, et puis je sais que voilà qu'il a été mis dans une fosse commune dans ce cimetière de Cadillac, sur lequel j'ai fait une enquête, qui s'appelle aujourd'hui le cimetière des oubliés, et c'est toute une histoire des refoulés, des marginaux qui se retrouvent là, et notamment des gens aussi qui sont devenus fous à cause de la guerre. Donc c'est intéressant parce que c'est à la fois, comme vous le dites, une histoire très personnelle, parce que c'est l'histoire de mon grand-père, et c'est une histoire aussi qui touche l'histoire de la folie en France, l'histoire des immigrés juifs. Donc c'est pour ça qu'effectivement, j'englobe aussi beaucoup de documents, parce qu'au fond, j'ai peu de choses sur lui, mais j'ai quand même effectivement toute une histoire à raconter que j'imagine à partir de tous les traces que j'ai trouvées. Et ce qui est dingue, c'est qu'on découvre qu'il est mort, mais il est mort de faim, littéralement mort de faim, affamé. Oui, complètement. On raconte, il y a des rapports d'inspection qui disent qu'ils sont obligés de manger des rats, d'attraper des oiseaux, qu'ils vivent, il y a 3-4 degrés. Il y a beaucoup de coulage aussi, hein, c'est-à-dire que bon, le personnel aussi a quand même énormément piqué la nourriture, les vêtements. Donc ils sont laissés complètement à l'abandon. Et c'est une histoire absolument atroce. Qu'aujourd'hui on essaye de faire valoir, parce que là encore nationalement effectivement cette histoire est assez honteuse, et des historiens commencent à la documenter aujourd'hui. Ouais. Alors après il y a la deuxième partie de votre enquête, alors j'aime pas trop ces mots, mais cette deuxième partie elle vous permet de revenir à vos
origines, avec votre père dont vous suivez le parcours de fils de fou, fils de juif mort de faim, de juif encombré d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, bon, moi je suis d'une famille qui a continuellement nié ses origines. Comme j'ai dit, j'ai hérité du refus d'hériter. C'est-à-dire il fallait s'intégrer, s'assimiler à fond, voir l'avenir. Voilà, les vieilles histoires, on doit les oublier. Donc c'est voilà de quoi j'ai hérité. Je ne sais pas si je dois décrocher. J'ai le téléphone décrocher parce que c'est vraiment, ça fait du bruit. Allez-y. Oui, voilà, c'est bon. Voilà. Donc c'est l'histoire de ceux qui ont voulu s'assimiler totalement et qui ont voulu oublier leurs origines et qui ont voulu regarder vers l'avenir. Donc moi j'essaye au fond de revenir sur ce geste dont j'hérite, et le fait d'interroger mon père, parce que mon père a vécu la guerre, il a passé 5 ans en Pologne, a échappé donc à la mort, et j'ai voulu un jour le faire parler, parce qu'il ne parlait de ça à personne, comme beaucoup de juifs après la guerre. Et un jour, j'avais 20 ans, j'ai voulu l'enregistrer, et il a accepté pendant 10 heures de me raconter toute sa guerre. Donc pour moi, longtemps après, parce que c'était il y a longtemps que j'avais 20 ans, et maintenant j'ai souhaité l'entendre, et j'ai souhaité retranscrire son témoignage, le documenter aussi, et je retrace ce moment où lui, petit titi parisien, juif assimilé, eh bien, se retrouve confronté à sa judéité alors qu'il est fait prisonnier au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ses camarades français le dénoncent, et c'est à partir de là 5 années de lutte pour la survie que je raconte jusqu'à donc son retour de Pologne à pied par l'Allemagne, par la Tchécoslovaquie, pour arriver en France, et un retour aussi qui est paradoxal parce que au-delà du rocambolesque incroyable, parce qu'il lui arrivait des aventures mais folles pour survivre pendant 5 ans dans des terres hostiles, mais c'est aussi le retour et une profonde mélancolie dont, malgré son côté très jovial et séducteur, dont je crois il n'est jamais sorti. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il est terrible et qu'il est formidable, votre livre, parce qu'il se termine mal aussi, comme pour pas mal de juifs. On a l'impression que votre père a été frappé évidemment par un mal, par quelque chose qui l'a encombré, et il a fini par se suicider. Absolument. Par se suicider. Ça se termine effectivement par un suicide. Les raisons sont toujours inconnues, mais enfin, en tout cas, je crois que c'est lié à cette mélancolie du retour et du fait que rien ne peut être comme avant après ce qu'il a vécu. Qu'est-ce qui fait, François Nudelman, que vous ayez eu envie d'écrire ce livre? Alors, il y a des raisons subjectives et des raisons objectives. La raison objective, c'est le fait que je sois maintenant à l'étranger. Je vis à l'étranger, et ce livre est en fait le parcours qui va d'un étranger qui arrive en France à un Français de l'étranger, ce que je suis. Donc, c'est une espèce d'arc, et justement, le fait d'être Français à l'étranger, d'être Français à New York, m'a amené à réfléchir sur l'itinéraire de mon grand-père. C'est-à-dire, je me suis posé la question, est-ce qu'au fond, j'ai trahi le désir d'assimilation de mon père et de mon grand-père, qui vraiment se sont pensés continuellement français de chez français, plus français que les Français. Et donc, est-ce que j'ai trahi ça, ou au contraire, est-ce que j'ai poursuivi un itinéraire qui va du début du XXe siècle, le départ de mon grand-père de Russie, et s'il avait peut-être eu de l'argent, ou s'il avait été plus cultivé, etc., il aurait peut-être continué, je ne sais pas. Donc je m'interroge là-dessus, j'ai pas de réponse, mais en tout cas c'est comme ça que je le vis. Et puis une raison qui était circonstancielle, il se trouve que j'ai été invité à parler à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, et que quand j'ai parlé, je me suis dit, mais au fond, ce grand-père dont je ne connais rien, il a passé 10 ans là, et j'ai envie de savoir. Donc ça a provoqué chez moi le désir de connaître au fond mon passé. Alors je parle effectivement de ces hommes, parce que c'est eux qui ont été déterminants pour ma vie, et j'essaye de retranscrire aussi ce qui était une histoire, c'est une histoire juive, c'est une histoire française, c'est une histoire de migration.